Bonjour Katia, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Katia, qui est une femme qui a fondé une agence immobilière. On a travaillé pendant plusieurs années ensemble en tant qu'agent immobilier et aujourd'hui elle a fondé son agence. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par l'autre côté de l'immobilier, comment ça se passe pour les agents et non pas pour les clients, Katia va vous donner un maximum de réponses à ce sujet. Donc bonjour Katia, présente-toi. Bonjour, déjà je te remercie beaucoup d'être venue, d'avoir pris le temps d'organiser ce petit interview sur le sujet des agences immobilières. J'ai lancé l'agence Collection Privée il y a 2 ans, donc j'ai pris cette vitrine. Il y a 2 ans, j'ai lancé les travaux pour ouvrir une agence physique avec pignon sur rue. Alors, une sacrée aventure. J'imagine bien, on va voir dans les détails. Alors explique-moi Katia, qu'est-ce qui fait que, bon, après moi je suis parti faire mon métier de marchand et autres, et toi, on a évolué chacun de notre côté. Voilà, toi tu as travaillé dans une grosse étude notariale, tu as fait plein de choses, tu es après allé travailler pour une des plus grosses agences, si ce n'est la plus grosse agence de luxe dans Paris. Oui, on va pas dire leur nom, mais c'est une des 2 grosses. Voilà. Pour les gens qui me connaissent, c'est voilà, ça. Il y en a 2 et elle a travaillé pour une des 2 grosses, avec un nom plutôt anglais. Et voilà. Et qu'est-ce qui fait que tu es parti de cette agence qui est un peu le Graal quand on est agent immobilier, travailler pour eux? Pourquoi tu les as quittés pour te lancer? Pour moi, c'était une suite logique de mon parcours professionnel. Au bout d'un moment, je me suis aperçue que j'allais plus vite sur certaines choses, comme la prospection, comme le suivi client, comme aller retrouver les biens ou faire des retours aux clients. Ça s'est fait naturellement. Un jour, il y a un ami à moi qui m'a poussée pour me lancer toute seule, en me disant « mais t'as tout pour, vas-y, tu vas réussir ». J'avais peur, j'avais très peur, je ne pensais pas du tout qu'un jour j'en serais arrivée là aujourd'hui. Non mais c'est bien. Et puis finalement, c'est quelque part grâce à lui que... J'imagine bien. Mais comment... alors le processus, comment ça se passe? Tu démissionnes, t'es viré, t'es dans quelle situation à ce moment-là? Ta vie à côté de ça, parce que quand on est une femme et chef d'entreprise, et en plus tu n'as pas qu'une entreprise, donc comment ça se passe? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, qui ont plein de croyances limitantes, ouais moi je peux pas, moi je peux pas. On va savoir que t'es pas française, t'es une femme russe, t'as eu un long parcours. Je suis française par adoption, oui, t'es française maintenant. Tu n'étais pas quand on s'est connus? Non, j'étais pas. J'étais naturalisée 2 ans après. D'accord. Bon. Donc, comment tu as pu jongler cette période de ta vie, personnelle et professionnelle? Comment s'est fait la transition? Alors, pour te tu peux tout dire, hein, c'est mon audience, pour te répondre sur cette question, j'étais au bout de ma vie. Je me suis retrouvée seule avec mes 3 enfants, qui étaient petits à l'époque. Les 2 derniers surtout sont rapprochés. Hein. Surtout les 2 derniers étaient des bébés, mais voilà. Quel âge sans indiscrétion? 2 et 3. Non, oui. Ils avaient 2 et 3 ans. Et puis j'avais la grande, donc j'avais toute la maison, tout le quotidien à gérer. Toute seule en plus? Toute seule. Oui, toute seule. Ma mère est venue plus tard pour m'aider, mais à cette période-là, j'étais seule. Donc à ce moment-là, tu es seule et tu décides de lancer ta boîte? En fait, ça c'est... Eux, ils ont voulu que je parte. Et moi, je sentais qu'il fallait que je prenne mon élan. Et finalement, je me suis dit, si c'est pas maintenant, je vais continuer à me poser des questions, je vais continuer à avoir des doutes. J'ai l'âge de me lancer, j'ai suffisamment de bagages et juridiques et professionnels et commercialement parlant. Je connais mon métier, je sais faire. Allez, j'y vais. En plus, tu as fait une grosse école de commerce, toi aussi? J'ai fait une école de commerce. Et puis, à chaque étape importante de ma vie, j'ai d'abord sauté et après j'ai appris à nager. Ouais, et ça s'est passé exactement... C'est comme ça l'entrepreneuriat, les gens veulent prévoir avant de faire. C'est impossible. C'est quand on fait, une fois qu'on est la tête sous l'eau, bah, on apprend une fois la tête sous l'eau. T'as pas le choix que de survivre et que... Une femme seule avec 3 enfants, j'imagine que t'as pas le choix de réussir. T'as jamais le choix. Et alors... Tu es voué à avancer et à réussir coûte que coûte.
Donc alors, tu trouves les locaux, comment ça se passe? Tu trouves d'abord les locaux, tu connais du monde, on va parler de l'interview avec nous. Donc comment ça se fait que comment tu choisis ton nom, comment tu trouves les locaux, comment tu arrives ici? Alors, pendant 2 ans, même plus, 2 ans et demi, j'ai travaillé sans vitrine. J'ai fait du porte-à-porte. Ma voiture, la vieille Mégane, c'était mon bureau. Alors la Mégane, franchement, c'est une voiture de guerre. J'adore les Méganes, je suis patriote de cette boîte, de cette marque française. J'ai un attachement affectif particulier envers cette boîte. La voiture était mon bureau, je me faisais un listing le matin avec les adresses à prospecter, avec les clients d'aller voir, je mangeais dans la voiture, je me changeais dans la voiture, je me recoiffais dans la voiture et la Mégane, franchement, c'est pas... C'était une vieille occasion 2004. Oui, ça a changé depuis. Voilà, depuis Mégane, je pense monter en gamme. Non, mais surtout toi, maintenant, ta voiture, c'est plus une Mégane. C'est plus une Mégane, oui. Mais à chaque fois, à chaque fois que je la reprends, c'est un kiff. Je me remets des années en arrière, je me dis, franchement, le fait de passer les vitesses, j'adore. Le fait de l'embrayage. Le 4x4, c'est l'automatique, le 4x4, l'automatique, franchement, c'est un kiff de passer les vitesses. Tu vois, et le bruit qu'elle fait, le bruit qu'elle fait, tout. Non, mais ça c'est super parce que ça te rappelle. J'adore. Ça te rappelle ton ascension en fait. Mais à mes enfants aussi, ils adorent. Tout le monde kiffe la Mégane en fait. C'est la voiture, c'est the car. Voilà. Tu vois, c'est vraiment génial. Donc alors, t'es dans ta Mégane qui te sert de bureau. Qui me sert de bureau. Tu prospectes. Moi je sais un peu ce que c'est que de lancer une boîte, donc j'imagine que c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à avoir des beaux bureaux à côté de la Tour Eiffel. Ça c'est pas possible. Il y a un parcours. Alors explique-nous un peu ton parcours. Parce que les gens voient souvent l'arrivée, parce que dans l'entrepreneuriat, on voit les gens quand ils ont réussi. On ne les voit pas quand ils ont galéré. Mais le plus intéressant, c'est la galère. Le chemin. Et moi, ce que je veux dans cette interview, c'est que tu nous parles des galères. Et puis après, on arrivera sur le 4x4, la belle agence, super agence à côté de la Tour Eiffel. Tout ça, on en parlera après. Donc je galère, je fais les prospections, je vais voir les mamies, 5e étage, bonjour, je m'appelle Katerina, je sais faire ça, j'ai vendu là, je connais le quartier. Et à force, en plus j'habite le quartier, donc à force de me promener tout le temps, d'aller dans les cafés, dans les restaurants, je vais voir les commerçants, tout le monde me connaît et je connais tout le monde. En plus les enfants sont scolarisés ici. Voilà, c'est chez moi en fait. Cette rue, cette partie de la rue, c'est chez moi. Oui. Ok, je connais chaque personne qui travaille là. C'est un plaisir de les voir tous les matins. De toute façon, ton agence a pignon sur rue. On est dans le rue du Champ de Mars. Tu peux donner l'adresse de ton agence? Oui, c'est la rue du Champ de Mars, voilà, juste à proximité immédiate de la rue Claire, de la partie piétonne. Ah, mais tu peux donner l'adresse de l'agence, comme ça les gens. Ah, mais c'est au 14, hein. 14 rue du Champ de Mars. Jusqu'au jour où je m'aperçois que les dossiers commencent à me tomber dessus. Il y a un tel qui appelle, vous savez, vous avez vendu un appartement de mon voisin, vous avez estimé un appartement de ma belle-fille, les gens je ne les connais même pas. Je dis ok, très bien, on y va. Ça c'est quand l'inertie est arrivée là, c'est quand en fait... C'était beaucoup plus tard. Voilà, il y a eu beaucoup de travail, je sais, parce que c'est quand tu as beaucoup travaillé et après les gens commencent à te rappeler. La première fois tu es surprise, non? Oui, même la deuxième, même la troisième, pour te dire. J'ai dit, ah bon, c'est bizarre. Okay. Et après, tu vois, t'es dans ton truc, donc tes habitudes, ta façon de travailler, tu la changes pas tout de suite. Tu te rends pas compte. C'est le travail qui commence à payer là. C'est le travail qui commence à payer. Et pourtant, tu vois, j'adore faire le porte-à-porte, j'adore le contact humain, mais au bout d'un moment, c'est usant. Et c'est une méthode intrusive. On est dans les quartiers où les gens... Dans le quartier de Paris. Oui, mais les gens n'apprécient pas forcément et je comprends. Donc après, à chaque fois que tu as une hostilité ou une agressivité de la part d'un client que tu es en train de démarcher, tu es obligé de rattraper le truc. T'as pas toujours été bien reçu aussi, il faut le savoir. Oui, mais j'ai des gardiens qui m'ont chassé avec le balai carrément. Je te jure, mais non, mais vous n'avez rien à faire ici. Donc là, tu rattrapes le truc. Ça fait partie de notre travail. Je suis en train de vérifier une information. Je suis en train de comprendre est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est là. Bon. Après, tu parles aux gens, tu es humain, voilà, ça passe. Alors, quand tu commences à te développer et à avoir des appels, combien de temps après tu te dis il faut que j'ouvre mon agence? Ça ne s'est pas passé comme ça, encore une fois. C'était une opportunité. Elle a l'air d'être top, hein? Oui. Donc, on a coupé un peu l'interview parce que Katia voulait à tout prix qu'on sorte pour nous montrer la fameuse Mégane. En plein milieu d'interview, vous voyez ça.
Katia m'a fait tout le tour de la Mégane, elle m'a montré, il y a des magnifique, cette plans chez toi à l'intérieur et tout. Regardez, les voitures, toutes cabossées, tout comme j'aime. Quand vous voyez l'interview, ah oui, on voit que là, les sièges, c'est quelque chose, même les ceintures... c'est un peu déchiré, voilà. Ouais. Oui, les ceintures ont été bien attaquées. C'était un salon de coiffure, avant, ici. La directrice, la propriétaire du salon, je la connais depuis toujours, j'ai envie de dire, mais depuis qu'elle a repris le fonds de commerce ici. Et un jour, c'était au mois d'août, juste un peu avant les vacances, elle me dit, tu sais, je vais vendre. Et si tu as quelqu'un... Tu te faisais coiffer ici, toi? Oui. Ah. Je me souviens d'elle quand elle a repris. Elle, pareil, elle avait très peur, parce que c'était sa première affaire. Et c'est une bosseuse, elle bossait de 9h jusqu'à 22h, 22h30. Franchement, il y avait tout le temps du monde ici. Mais bon, elle est hyper pro, elle a toute la clientèle du quartier. Mais pour que le travail paye, je veux dire, il faut bosser. On n'arrive pas en haut. Bien sûr. On n'est pas en haut comme ça. Mais je l'ai vu se lancer, je l'ai vu reprendre cette affaire, ce fonds de commerce. C'est pourquoi un jour, lorsqu'elle m'a parlé qu'elle allait déménager dans la rue d'à côté, d'ailleurs, elle est toujours dans le quartier, j'ai dit attends, donne-moi les chiffres. Je vais en parler à personne, donne-moi d'abord les chiffres, je vais voir ce que je peux faire, et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Donc tu peux donner les chiffres ou pas? Pour la reprise du fonds. Donne une fourchette, donne pas les chiffres précis, parce que je sais pas. C'était une reprise de fonds, après le loyer n'était pas très, très élevé, il était plutôt très correct. Abordable. Et bon, le changement de destination, il n'y a pas eu vraiment de changement de destination, puisque... À ce moment-là, tu avais des économies ou c'était encore dans une aventure? Ah, c'est encore une aventure. Franchement, Lionel, si je continue à te raconter tous les pièges où je suis tombée... C'est ça l'interview, c'est que les gens veulent savoir... Demain soir, non, mais c'est pas grave, ils vont rester en plus. C'est bien, le time watch de la vidéo va monter. Donc, non, j'avais rien du tout. J'avais un petit peu de trésorerie, mais si tu veux, c'est de la trésor que tu utilises pour prévoir tes mois d'avance, au niveau de la pub, au niveau des frais fixes, pour vivre aussi, tout simplement. Donc, j'avais fait mon calcul, mais encore une fois, la vie et le contexte a fait que... Moi, je vais t'expliquer. Tu avais fait le calcul, c'était bon. 2 jours après, il t'est arrivé une galère, parce que c'est toujours ça la vie. Et puis après, le calcul n'était plus toujours bon, mais t'as quand même été. Tu t'es dit, il faut que j'y aille quand même. C'était pas il y a en 2 jours, ça s'est passé sur plusieurs mois. Et pour te dire, en fait, j'ai signé la reprise du fonds, j'ai signé la boutique. Et la galère est arrivée 2 mois plus tard. Parce qu'il arrive toujours quelque chose quand on veut se lancer. Et je me suis retrouvée avec un loyer, avec le bail qui est à mon nom, enfin au nom de ma société, sans argent. Si tu veux, je te réponds à ce qui s'est passé. J'ai eu juste 15 000 € de TVA qui me sont tombés sur la tête. Et tu sais, j'étais à fond. Je gère, je sais faire. La TVA, c'est pas la première fois que je la déclare. C'est pas la première fois que je prévois dans ma comptabilité, dans mon budget. Et bien cette fois-ci, tu vois, quand j'étais sur d'autres sujets, je me suis dit, comment je vais faire? Donc du coup, j'ai payé la TVA et là, ça m'a fait un trou. Et t'as réussi à rebondir? La preuve, on est dans les bureaux. J'ai réussi à rebondir, mais tout ce que ça m'a coûté, les locaux sont restés vides pendant 5 mois. Parce que j'étais dans ma cuisine, comme ça, je ne pouvais voir personne, je parlais à personne, je cherchais la solution. Et en plus, c'était une année 2019, c'était une année très compliquée. J'ai eu rétractation. Et j'étais seule dans ma cuisine. Moi, c'est qu'en 2011, j'avais eu beaucoup de rétractations sur mes ventes. Et là, ça, c'est un cycle que tu peux pas prévoir. Et donc là, tu es là, seule, avec ton truc, et tu tournes en rond, il faut que je trouve une solution, Et la solution, tu veux savoir ce que c'était? Ben non, ils veulent pas savoir. Bah, bien sûr qu'on veut savoir. 4 mois plus tard, je me dis, j'ai pas de solution, là, j'ai très peur, toujours. En plus, il faut savoir qu'à ce moment-là, tu es toujours seule. Et je suis toujours seule. Tu es toujours seule avec tes enfants. Voilà, je pense toujours à remplir le frigo, à payer les factures, et j'ai ça en plus, enfin, j'ai les frais. Parce que le loyer, tu le payes, et donc ça se cumule si tu ne payes pas. Oui, forcément. J'appelle un ami, c'est un ami qui a 2 agences d'assurance NE1 à Monaco. Je dis, écoute, c'est la dernière solution, vas-y, prête-moi. Il me dit, vas-y, de combien il s'agit? Je dis, je ne sais pas, prête-moi ce que tu peux déjà. Et là, je suis au bout de ma vie, je ne trouve pas la solution.
Il me dit, écoute, je viens de racheter ma deuxième agence MMA, je peux pas, mais demande à l'autre, qui est un ami à lui. Je dis, attends, mais je lui ai pas parlé depuis presque un an, je peux pas appeler, bonjour, comment ça va, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Il me dit, non, fais-le gentiment, je suis sûre qu'il peut t'aider. Attends, j'ai une question. Parce qu'à ce moment-là, on a ce truc-là, on a une fierté personnelle, mais on a besoin de passer le truc. C'est un ami très proche qui a toujours été là pour moi. On m'a demandé 15 000 € même à des amis très proches, parce qu'il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui peuvent pas. Exactement. C'est même pas une question de nationalité, c'est pas une question de. Voilà, tu vois, est-ce que ça passe ou ça casse? Et donc je continue à lui dire, écoute, franchement, je peux pas faire ça. Enfin, je peux pas appeler pour demander une somme pareille, c'est quand même de l'argent. Il me dit, tu sais quoi? Si j'avais de la liquidité, c'est vraiment pas parce que je veux pas te prêter. C'est vraiment parce que je peux pas, je viens de signer il y a un mois la deuxième agence, je suis comme ça, j'en ai de. Il est au bout de sa vie. Mais franchement, non, il est pas au bout de sa vie, mais c'est que voilà. Il a pas les 15 000 en liquide. Il les a pas. Il me dit, franchement, si tu es dans le projet, j'y vais les yeux fermés. Et crois-moi, il pense de la même façon que moi. Je dis, ah bon, t'es sûr? Il me dit, certain. Parce que moi aussi je te connais, j'ai rarement vu une femme qui travaille autant que Katia. Franchement, là c'était il y a des choses qui valent plus cher que l'argent. Et cette phrase, quand il me l'a sortie, franchement ça m'a, c'était pas un plaisir, mais ça m'a reconforté dans le fait que je vais y arriver. C'est compliqué maintenant, mais ça va changer le lendemain. Les beaux jours viendront. Donc c'est un ami d'un ami, qui est aussi un ami très proche, qui m'a prêté. Ben voilà. Et finalement finalement, je te dis, que j'ai terminé de rembourser le mois dernier. Pour te dire, la galère, elle a quand même duré presque 2 ans. Si tu veux, là, ça y est, je lève la tête sous l'eau après une année compliquée qui était 2019. Donc là, on est en 2021. On est au mois de mars. Mars-avril, voilà. Oui, début avril. Donc tu vois, il faut quand même le temps de pouvoir lever la tête. Mais entre-temps, quand même, tu as fait des belles ventes. Ah, entre-temps, c'était des aventures, des beaux dossiers, des belles ventes. T'as fait une belle vente il n'y a pas longtemps, rue de la Bourdonnais, là, exactement, oui, c'était Avenue de la Bourdonnais. Avenue de la Bourdonnais, c'était une très belle vente, un passage à l'agence, une histoire incroyable mais vraie. Il n'y a que des histoires incroyables qui m'arrivent, mais elles sont vraies ces histoires, tu vois. Non, mais c'est ce que je vois, c'est qu'en fait, bon, certes, tu as remboursé l'argent que le mois dernier, mais entre-temps, tu t'es refait une trésorerie, tu vis quand même dans un beau quartier maintenant, tu as pu changer, il n'y a plus la Mégane. Il n'y a plus la Mégane, oui, depuis un peu moins d'1 an. Mais franchement, je l'aime cette Mégane. Oui, franchement, c'est mon amie de guerre. Tu vois, c'est ma pote cette Mégane, j'adore. Et voilà, donc tu as pu sortir la tête de l'eau. En plus, bon, on va pas donner les chiffres précis, mais je sais que tu as fait un beau chiffre. Surtout en période de Corona, tu t'es super bien débrouillé. Écoute, pour la période du coronavirus, on a travaillé avec des hauts et des bas. Comme toutes les agences. J'ai presque envie de dire que c'était le même rythme, avec des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais c'est toujours ça dans l'immobilier, mais... C'est toujours ça. Après, le marché aujourd'hui, il évolue de façon très imprévisible. Même nous, quelquefois, on court derrière, on n'arrive pas à être à jour avec... Et comment ça se passe en ce moment, le marché du haut de gamme? Parce que il y a des agences spécialisées du haut de gamme et tout. Toi, tu es une agence de quartier, mais dans un quartier haut de gamme. Quel est le type de client qui vient t'acheter des apparts ici? Écoute, je suis implantée dans un spot très familial. Ça reste très résidentiel, très mixé dans le sens où il y a des familles étrangères. Il y a des familles... C'est pas la mixité sociale qu'on peut trouver dans le 93 ici, quand même. Pas tout à fait. Non, c'est plus, c'est dans le sens, c'est très cosmopolite. Oui. C'est très ouvert, il y a énormément de familles françaises, il y a énormément de familles mixtes, il y a des expatriés, il y a de tout. Sur le marché du haut de gamme, les grandes surfaces, j'ai plutôt envie de dire que ça stagne. Ça stagne, en fait, ça prend plus de temps de faire aboutir le dossier que l'année dernière, par exemple. Parce que oui, mais aussi, je pense que maintenant, pour un appartement, je veux dire un 100 mètres carrés, si ça coûte à peu près 1 500 000 minimum. Oui, c'est entre 13 et 16 Donc, 000 je
pense que maintenant, les gens, pour mettre 1,5 million, ils réfléchissent beaucoup plus qu'avant. Et puis même pour obtenir leur crédit, ça leur met aussi plus de temps qu'avant. Et, oui et non. Oui et non, parce que sur la cible de l'appartement familial, tu sais, quand tu as un enfant qui va naître dans 3 mois, franchement, ton crédit, crois-moi, que tu le fais aboutir. Crois-moi que tu l'obtiens coûte que coûte, parce que tu as besoin de te reloger, tu as besoin que ta femme elle soit bien, tu as besoin que la famille elle soit protégée. Les gens ils se donnent du mal. C'est pourquoi la motivation en fait c'est très important. Et je vais dire un truc qui va choquer les gens. Moi je connais bien le quartier, j'ai travaillé. On est dans un quartier où les gens sont très aisés, et contrairement à ce qu'on croit, beaucoup sont des battants en fait. Beaucoup de gens se battent pour arriver là où ils en sont. Ah oui. Oui. Parce que beaucoup de gens pensent que comme ils sont riches, ils sont tous des enfants gâtés, et pas du tout en fait. Moi je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, alors pas tous, mais la plupart sont des combattants incroyables. Des gens qui se sont battus contre la vie, on n'a pas idée, et on croit souvent que en fonction de leurs origines, de ceci, de cela, ils sont des enfants gâtés, alors que pas du tout. Tu as entièrement raison, il y a énormément d'entrepreneurs, des jeunes, 30, 35, 40, 45, 50. 50, on est déjà un peu moins jeune. Non, je le dis pas. Tu sais, dans notre métier, en fait, plus tu avances par rapport à l'âge, plus tu... Je retire ce que j'ai dit, parce que quand j'avais 18 ans, quand j'avais 18 ans, je me moquais des gens de 30 ans, je disais qu'ils étaient vieux. Maintenant que j'ai plus de 30 ans, je dis plus ça. 50 ans, ça va, on est encore jeune. Désolé. Je vais te répondre pour ça. En fait, c'est pas l'âge qui compte, c'est ce que tu as fait pour cet âge, c'est ton parcours. Ouais, exactement. Tu vois, le chiffre ne veut rien dire. À 18 ans, tu peux avoir déjà vécu tellement de choses que dans ta tête, t'en as 35. Non, je suis et à 35, tu peux avoir fait tellement de projets, de réussites, d'échecs, que t'en as 60. Je suis d'accord avec toi. Donc, et je voulais savoir, alors, la typologie de clients que tu as, c'est les familles, et tu as quoi d'autre à part les familles? Les familles, j'ai des primo-accédants pour les petites surfaces. J'ai également des investisseurs. Attends, quel genre de primo-accédant arrive ici? Parce que je veux dire, on a 13-15 000 du mètre. C'est quoi le profil du primo-accédant? Il fait quoi dans la vie? Il achète combien de mètres carrés? C'est quoi son budget? Alors, soit ça va être un jeune cadre qui gagne bien sa vie, qui veut faire un bon placement dans un bon quartier, qui demain il va changer de pays, il va partir à Dubaï, qui le mettra en location et forcément il va dégager de la rentabilité. Ils arrivent à dégager de la rentabilité avec ces prix-là? Ils arrivent, pourquoi? Parce qu'il suffit que l'appartement soit bien placé dans un bel immeuble, étage élevé, bien exposé, bien meublé, bien rénové. Après, le mec, la rentabilité, tu la retrouves. En fait, peu importe la transaction, peu importe le bien, tu vois, que ce soit le 93, que ce soit le 7e, tout se joue à l'achat, tout se joue à l'investissement de la façon dont tu as aménagé l'appartement et finalement au profil, le profil du client final, que ce soit acheteur ou locataire, si tu vends ou si tu loues, qui va te le prendre. Alors aussi d'autres questions que j'avais par rapport à tout ça, c'est est-ce que toi, moi je suis marchand de biens, tu le sais, est-ce que tu as beaucoup de marchands de biens dans ce secteur? J'ai des marchands de biens dans le secteur et franchement j'adore travailler avec lui parce que je travaille uniquement des gens qui font de la qualité, qui font du qualitatif, avec une réflexion bien définie derrière. À chaque fois ce sont des rénovations avec de beaux matériaux, des beaux revêtements qui respectent les délais tip top. Franchement c'est 1 mois. Là c'est 2 mois, pas un jour de plus, pas un jour de moins. Ensuite ils savent aller vite, ils sont efficaces, franchement ce sont des exemples. Les gens dans le métier de marchand de biens avec qui je travaille sont tous top. J'adore. Ils sont plus de travailler maintenant, parce qu'on l'a pas dit, mais pendant les années Mégane, tu t'es fait un carnet d'adresses incroyable. Parce que maintenant tu vends de l'immeuble en bloc dans Paris, je veux dire tu fais vraiment de grosses opérations maintenant. C'est une autre casquette que j'ai. Je ne suis pas toute seule sur ces sujets-là. Souvent, je travaille avec une associée qui est aussi une jeune femme professionnelle de l'immobilier, topissime. Je travaille que avec des gens top. En fait. Il n'y a que des gens. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé qu'il y a des gens qui en veulent, qui avancent, qui sont super dans le métier. J'adore. Parce qu'il faut savoir que tu es vraiment multicasquette. Tu as aussi une boîte aussi dans le bâtiment. J'ai une boîte dans le bâtiment. Bon. Mes premiers pas dans le bâtiment, je les ai faits quand j'avais... Oui, je sais, je t'ai connu, c'était avant qu'on se connaisse nous en fait. Moi quand je t'ai connu, t'avais une boîte dans le bâtiment déjà. J'avais déjà une boîte avec un autre associé à l'époque. Là effectivement on en a 3.
nous arrive de faire des projets pour les clients, en tant que prestataire de service, en tant que sous-traitant. Donc tu arrives à leur vendre l'appartement et leur vendre les travaux des fois. Aussi, oui. Comme l'appartement. Comme l'appartement de l'avenue de Bourdonnais. Il nous arrive de faire des travaux nous-mêmes, enfin pour nous. D'ailleurs, ici. Alors oui, l'agence, sincèrement, je me suis retrouvée, encore une fois, toute seule, professionnellement parlant, parce que mon associé il était sous l'eau, il avait tellement de projets, je l'ai supplié de me donner 2 paires de mains mûres, qui savent travailler, qui connaissent le métier. Il m'a donné 2 ouvriers topissimes, avec qui j'ai fait tout toute seule en fait. Le soir, avant qu'ils terminent la journée, j'avais une liste de choses qu'il fallait pour le lendemain. Donc 5h30, 6h, j'étais déjà à la plateforme pour tout acheter. La plateforme dans quel d'où? À la plateforme, écoute, ma préférée, mon magasin préféré, c'est Aubervilliers. J'adore, ok? Celui à côté du grand rond-point. Exactement, j'adore cette plateforme. Après, la plateforme de Boulogne, j'aime pas. Il y a une plateforme, une toute petite, vers la Radio de France, dans le 16e. Bon, elle est petite, il y a beaucoup moins de choix, mais bon, pour dépanner c'est bien. Mais franchement, moi, les plateformes de bâtiments, c'est une grande histoire d'amour. Clarisse, c'est vraiment le globe trotteur de l'immobilier. Elle a vraiment. Elle sait de quoi elle parle. Tu vois, l'ambiance est bonne, à 6h du matin, t'arrives après ton café, les gens ils se parlent, t'as fait quoi? Oui, t'as besoin de quoi? De carreplace, allez, t'as besoin de vis. Oui. Donc après les années Mégane, parce que les années Mégane sont terminées, maintenant c'est plus les années Lexus, le 4x4 Lexus c'est pas mal. C'est plus les années 4x4. Ouais, parce qu'avant j'ai une RAV4, ouais, le format est bien, c'est un petit peu plus haut. Mais Toyota de place pour les chaussures, pour les vestes, tu vois, pour pouvoir me changer. Puis Lexus c'est le haut de gamme de Toyota, donc tu as continué à progresser. J'adore les voitures japonaises, je suis fan, mais je reste quand même très fidèle à... Même si elle a le 4x4 Lexus, t'aimes encore la Mégane. Et ce 4x4 Lexus là, il n'est pas arrivé par enchantement, je veux dire. Non, il n'est pas arrivé par enchantement, il est arrivé, c'est le résultat d'une visibilité. Parce que tu sais, une chose, gagner de l'argent, faire un bon chiffre, stabiliser, pérenniser ton activité, c'est une chose. Pour le dépenser, cet argent, my God, c'est encore plus compliqué que de le gagner. Je suis pas sûr que les gens seront d'accord avec toi, mais vas-y, explique-nous. Alors, je t'explique. Lorsque tu as énormément de responsabilités et lorsque tu fais avancer plusieurs projets en même temps, c'est-à-dire que tu fais avancer ici, parce que j'ai plusieurs boîtes, comme tu as bien dit, tu es obligé de prévoir 2 à 3 pas d'avance les galères en fait, et je parle en connaissance de cause. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que dépenser l'argent, oui, mais quand tu dépenses l'argent, tu dois quand même penser au cas où ceci ou cela arrive. Mais ça, comme tu l'as dit au début de l'interview, c'est que comme tu as appris à nager, tu as sauté et après tu as appris à nager, tu sais qu'il y aura des galères à un moment. Il y aura des galères et c'est sûr qu'on dit, voilà, au moment quand la galère va arriver, c'est à ce moment-là que je vais réfléchir. Mais pour en revenir à ce que je te disais, donc, le 4x4 Lexus, tu l'as, on n'est pas là pour faire une pub pour Lexus. Ce que je veux dire, c'est que il est le résultat de belles ventes, parce que maintenant tu fais des belles ventes et tu gagnes de l'argent. Je veux dire, tu es passé par un moment difficile pour monter la boîte, et il y a des gens qui ont vécu des moments encore plus difficiles dans leur vie, mais pour monter la boîte, et aujourd'hui, les belles ventes, tu les enchaînes, quoi. Les belles ventes, je les enchaîne. Les gens super, je les enchaîne aussi. Les super rendez-vous vendeurs avec des gens qui ont réussi chacun dans leur métier. Est-ce que tu peux nous donner l'exemple de tes 2 dernières ventes, par exemple? Mes 2 dernières ventes. Alors la dernière vente s'est faite en une visite, une offre. J'ai arraché, j'ai supplié le propriétaire qui est en marchand bien de me laisser faire la visite. Une visite, une offre, 46 mètres carrés. C'est celui qu'on avait vu ensemble? C'est celui qu'on a fait ensemble, 750. 750 000 euros pour 46 mètres carrés. Moi, je sais pas, je pense qu'on nous a autour de 15-16 000 euros, mais dans le quartier, c'est à peu près ça. Et puis une autre de tes dernières ventes? Et une autre de mes dernières ventes, un appartement avec terrasse, plus grand, 92 mètres carrés, avec 22 terrasses. Ah oui, ça doit racher ici. C'était un premier étage. Ça baisse un peu le prix parce que... C'était un premier étage, donc on a dû ajuster le prix. Ça nous a pris un peu plus de temps, de trouver le bon positionnement sur la fourchette de prix. 1 350 000.
Oh, c'est pas très cher. C'est pas très cher, encore une fois, parce que c'est un premier. Parce que c'est un premier, le vis-à-vis, la luminosité. Mais l'appartement est top. Hein. Ouais, il y avait des travaux. Il y avait des travaux, donc il y a tout à refaire. Pour moi, il y a au moins 100 000, 120 si tu changes les huisseries, si tu fais vraiment un beau truc. Et maintenant, les ventes comme ça, parce que tu enchaînes les ventes au-dessus de 700 000, même à plus d'1 million, parce que le quartier fait que forcément on a beaucoup de ventes à 1 million, tu les enchaînes. Les gens vont te demander, donc tu n'es pas obligé d'aller précisément, mais tes honoraires par rapport à ça. Oh mes honoraires par rapport à ça. Donner une fourchette, rentre pas dans les prix précis. Une fourchette, je vais te donner entre 3 et 4. Entre 3 et 4%. Entre 3 et 4. Pourquoi Non, tu ne justifies pas, parce que tu fais du bon travail. Tu sais Non, mais pourquoi pas 5? Je vais te dire pourquoi pas 5. Ah, ok. Parce que moi, je pensais que tu voulais me dire pourquoi tu gagnes autant d'argent, et moi, j'allais te dire... pourquoi pas plus? Non, pas ça, c'est que personne ne se demandait combien tu gagnais dans les années légales. Par contre, maintenant que tu as une Nexus, les gens se demandent beaucoup pourquoi elle prend autant. Mais quand tu devais prendre peu, les gens se posaient pas la question. Mais t'en pas, c'est pas pour justifier la Mégane. Non, c'est pour ça que j'allais dire, t'es pas obligé de te justifier sur l'argent que tu gagnes, mais si tu veux le dire, vas-y, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi entre 3 et 4, pourquoi pas 5? Tout simplement parce que j'estime que vis-à-vis d'une grosse agence, une agence avec plusieurs points de vente, qui travaille un réseau avec beaucoup de collaborateurs, je suis plus flexible, je vais aller plus vite sur certaines choses, je vais être plus efficace. Ouais, t'as moins de process, quoi, en fait. J'ai moins de process, exactement. J'ai pas besoin de demander une approbation d'un supérieur, d'un responsable. Et puis si tu veux faire un effort sur ta com, tu le fais, t'es pas obligé d'aller demander au directeur d'agence qui doit demander au directeur de ceci. Je vais te répondre à ça. C'est rare que j'ai besoin de faire un effort. Oui, bah, j'arrive à trouver la recherche avec le vendeur, ça match. Voilà. Donc si tu veux, j'ai pas besoin en fait de beaucoup baisser et j'ai pas besoin de prendre plus. Finalement, voilà, je suis. En fait, t'as trouvé ton bon. Confortable entre. Voilà. T'as trouvé ton bon pricing, quoi. Tu sais combien tu vaux, tu sais ce que tu peux apporter aux gens. Exactement. Et puis, je veux dire, comme on disait, les gens commencent à te rappeler. Maintenant, tout le monde te connaît. Hein, je veux dire, là, on est en train de faire l'interview, le nombre de gens qui passent devant l'agence et qui font des coucous et tout. C'est incroyable. Donc tout le monde te connaît et maintenant tu n'as pas à te justifier sur tes prix. Je veux dire, beaucoup de tes biens que tu récupères aujourd'hui, ce sont parce que les gens te connaissent. Oui. La plupart, c'est parce que les gens te connaissent. Tu n'es plus obligé de faire le même boitage qu'avant, j'imagine? Non, mais par exemple, si je rencontre une personne avec qui on n'a jamais travaillé, qui ne me connaît pas et que je ne connais pas, tout simplement, en fait, en 5 minutes, je vais lui résumer l'activité sur les 12 à 18 derniers mois. Voilà, j'ai fait ça, j'ai vendu ici. Parce que le truc qu'il faut comprendre, c'est que Katia est une petite agence ultra charmante, mais c'est une vraie arme de guerre. C'est pas parce que vous rentrez dans l'agence et vous voyez que c'est mignon que c'est un camouflage, ouais, c'est des apparences. Mais derrière, il y a un vrai truc et tu fais quand même, moi je connais l'immobilier, tu arrives à faire énormément de ventes. Et ça, c'est faire beaucoup de ventes, c'est le truc qui fait que, que tu maintenant, t'habites le quartier, Alors pourquoi la quantité reste toujours qualitative? C'est ce qu'il faut. Parce que sur certaines étapes, j'ai réussi à automatiser un certain nombre de tâches sur la prospection, sur les retours, sur la publicité ou la communication. Et c'est cette partie que j'ai réussi à automatiser qui me permet de donner du temps ailleurs, de faire plus et de gagner en quantité finalement. Oui, bah voilà. Donc, et la qualité, en fait, elle est toujours là. Parce que c'est rodé, le processus est lancé. C'est ce qu'on dit, c'est que quand tu fais quelque chose, pour faire quelque chose bien, il faut le faire souvent. Et il y a des choses que tu fais souvent depuis des années maintenant, depuis plus de 10 ans presque. Donc forcément, dans le même quartier, faire la même chose depuis plus de 10 ans, ça aide. Oui, ça aide. Et puis, c'est ce qui fait que... J'en parle souvent moi de l'effet cumulé. Toi tu bénéficies de l'effet cumulé, c'est que tu as eu des années où tu as travaillé. Et maintenant pour atteindre les mêmes résultats, tu travailles 10 fois moins mais tu as toujours les mêmes résultats parce que le travail a déjà été fait en amont. Oui, on peut formuler ça comme ça. Oui, je sais très bien. Mais après, il n'y a pas de règle. Et c'est ce qui est dangereux dans notre métier et c'est ce que j'adore, c'est ce qui est excitant. Parce que tu peux vendre une grande surface
une ou deux visites, Mhm. et tu peux avoir un dossier, une petite surface allez, de 25, de 30 ou de 35 mètres carrés, où il y aura un problème au niveau de la copro, un arrêt de charge, une surface à rattacher, une partie de travaux qui n'a pas été régularisée, et finalement tu vas mettre 3 fois plus de temps Ouais, que c'est tu vrai. as mis sur un Et, plan et les gens ne comprennent pas ça, c'est que des fois, il n'y a pas de règle. sur une vente, alors je vais dire des bêtises au niveau des prix, mais sur une vente à 300 000 et une vente à 2 millions, je donne des exemples, tu vas gagner plus sur la vente à 2 millions qu'à 300 000, mais tu auras beaucoup plus travaillé sur la vente à 300 000. Ça arrive quand il y a tous ces problèmes-là dans la copro et tout, tu travailles beaucoup plus. Exactement, quand tu as les notaires qui ne sont pas réactifs, quand tu as les syndics de copropriété qui n'ont pas la même façon de travailler que toi. Et je te parle, là, le dernier dossier que j'ai signé en promesse de vente, c'était une surface de 38 mètres carrés. On a visité aussi le passage de l'Union. Alors, il y avait une petite partie. Je sais peut-être de quel appartement tu parles. Voilà. C'est à côté de l'agence. En placard, c'était une ancienne partie qui était commune avec les toilettes. qu'il fallait rattacher. Franchement, on a passé un mois supplémentaire pour signer la promesse. Et tous les jours, j'appelais le syndic ou j'appelais le notaire. J'essayais de coordonner et de comprendre vraiment d'où venait le problème. Et finalement... Et ce que je veux dire, c'est que tu as beaucoup plus travaillé sur cette vente-là que la vente de la rue de la Bourdonnais, par exemple. Exactement. Ouais, et les gens ne comprennent pas ça, ils pensent que... Ça m'a sorti le cerveau. Vendredi à 20h, j'étais encore avec la cliente en train de lui expliquer, madame, on va faire ça, on va faire comme ça, on va gagner du temps sur... Et il y a une question que les gens se posent, alors toi qui es une agence, tu dois avoir passé des sacrées affaires. Mais tu es toujours t'es propriétaire d'agent immobilier, mais tu n'es pas encore marchand de biens. Bon, moi je connais Katia, je sais un peu son processus, mais ça va peut-être intéresser les gens. Dans ce switch-là, tu veux le faire, tu vas le faire. Je sais que tu as déjà eu 2-3 occasions, tu as déjà acheté des trucs pour toi, mais vraiment, au niveau de faire des opérations de marchand, t'en es où? Écoute, je pense que j'arrive enfin à un moment de ma vie où je suis mûre, je suis prête techniquement, juridiquement et surtout dans ma tête, tu vois, je suis prête à prendre le risque. Et en fonction des opportunités qui vont se présenter ou pas, ben, on avisera. Donc tu es un peu tenté. Oui, un peu, beaucoup même. Et qu'est-ce qui te tente? C'est parce que tu as vu les autres marchands faire, tu vois les plus-values qu'ils font, qu'est-ce qui t'attire dans cette activité? Rien à voir avec ce que tu viens d'évoquer, c'est surtout le fait de voir une surface complètement destroy, complètement délabrée, se transformer dans un appartement bonbon, joli, élégant, bien décoré, bien rénové. En fait, c'est d'accomplir le truc, c'est de voir le avant-après. Voilà, non, mais c'est bien, c'est quelque chose d'intéressant. Mais c'est vrai que moi, en tant que marchand, c'est le plus grand plaisir qu'on a, c'est de te dire... Moi, je vais te raconter un truc, c'est que le premier appartement que j'avais fait, un truc tout pourri, c'était une catastrophe. D'ailleurs, je vais faire une vidéo à ce sujet où... c'est le premier... Le premier. Et à ce moment-là, j'y connaissais rien, j'ai ramené ma mère dans l'appartement. Et je te dis tout de suite, un appartement, c'était un 26 mètres carrés, les mecs vivaient à 8 dedans. On dirait qu'il y avait une bombe qui avait explosé dans l'appartement et tout le monde se moquait de moi. Et il n'y a que ma mère, toi, comme tu disais, il n'y a que tes enfants et tout, machin. Et il n'y a que ma mère qui me dit ah non, tu vas y arriver. Et c'est vrai que près de 10 ans après, j'ai retrouvé les photos de l'appartement l'après. J'ai dit mais j'ai fait ça quand même, à l'époque je connaissais rien, j'étais vraiment malade de m'être lancé. Et c'est vrai que c'est le plus gros des plaisirs, c'est ça dans le métier de marchand de biens, c'est le avant-après en fait. C'est le avant-après, c'est le fait de voir qu'il y a une vraie valeur ajoutée, que tu as réussi à... Toi tu dis moi j'ai fait ça quoi. Voilà, c'est une création de valeur en fait. Ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec la plus-value, on s'en fout. C'est ce que tu avais, toi, c'est ce que tu as fait avec tes mains, avec ton cerveau, tu as réfléchi avec ton archi de faire ça, un agencement. À l'époque, pour moi, il n'y avait pas d'archi, hein. C'était avec... Bien sûr, c'est toi et l'archi, et le peintre, et le mec qui démolit, et le mec qui enlève les déchets. C'est exactement, oui. Voilà, les gravats. Les gravats, voilà, l'enlèvement des gravats, parce que là maintenant, bon, on travaille avec des gens qui savent faire. Voilà, les sacs de gravats, quand t'as porté un sac de gravats, t'es un homme. Exactement, voilà. Ou une femme. On sait tous tout ce que c'est. Mais voilà, c'est de voir cette évolution, cet avant-après, et c'est de pouvoir transformer. Donc bientôt les opérations de Katia. Écoute, j'espère. J'espère. Franchement, j'adore ce que je fais.
tous les jours, je me lève, même si j'ai mal dormi, même si j'ai peu dormi, et franchement, j'ai jamais assez dormi. À chaque fois, c'est un plaisir de me lever, j'arrive ici, j'appelle mes clients. C'est fait avec plaisir. Et c'est ça qui est important en fait. Quand tu as un métier que tu aimes, ça tu sais que c'est un finalement tu travailles pas, c'est ta façon de vivre. Exactement. Aller discuter avec des gens, aller faire un rendez-vous vendeur, aller une visite, en fait c'est ta façon d'être. C'est ça, c'est que quand tu aimes ton travail, tu dégages une joie de vivre que les gens n'imaginent pas. Et puis en plus, t'aimes mal le travail, t'es dégoûté des dimanches par exemple, parce que tu travailles pas. C'est ça que les gens, faut qu'ils comprennent, c'est que quand t'aimes ce que tu fais, les jours où tu travailles pas, c'est pas génial en fait. Il manque quelque chose. Alors, je te réponds sur ça. Les dimanches, je travaille tous les jours. Les dimanches, par exemple, je vais travailler beaucoup moins. Je vais travailler 2 heures, 2 heures et demie. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le planning de la semaine. Je vais fixer les rendez-vous qui sont fixes, qui sont obligatoires. Je vais planifier le montant, le volume du travail que j'ai à faire. Je vais réfléchir sur le dossier. Je vais travailler, mais je vais travailler différemment. Je vais courir sur le tapis, je vais être dans la salle de sport, mais je vais continuer à réfléchir sur ce que je vais faire. Mais quand tu as une boîte, Katia, tu réfléchis en permanence. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà. En plus, quand tu en as 2 ou 3, je ne sais même plus. Oui, donc je vais planifier la semaine. Ou je vais planifier les 15 jours, si c'est un peu plus... Tu arrives à avoir une vie de maman et tout, avec tout ça à côté? Parce que moi déjà, j'ai pas autant d'activités que toi. Bon, peut-être que si, mais j'ai du mal. Mais toi, en plus, tu as des enfants et eux, ils te prennent vraiment du temps, il n'y a pas le choix. Tu sais quoi? Je pense que je vais lancer une formation de time management pour les femmes qui travaillent. Parce que je pense que j'arrive à un niveau où je sais tellement faire, et même quand c'est impossible, je sais faire quand même. Tu vois, avec plein de petites astuces. Et ça m'a pris des années, ça m'a pris du temps de les trouver déjà, de me les approprier et de les automatiser dans le sens où je sais très bien que voilà, c'est comme ça. Avec les enfants, ce que j'ai appris, je passe pas beaucoup de temps, je passe pas autant de temps que j'aurais aimé passer avec eux, mais je fais des quality time. C'est une période, c'est 3/4 d'heure de qualité, je vais jouer au tennis avec lui. Et je vais être que lui et moi. Ce que j'ai trouvé comme astuce aussi, c'est que je les prends quelquefois seuls. Tu vois, je passe du temps seul avec chaque enfant à l'heure du déjeuner. C'est-à-dire que je récupère entre midi et 2. On va manger McDo, on va manger sur un banc à côté de l'école. Oui, en fait, t'es une maman qui passe du temps avec ses enfants voilà. quand même, je veux dire. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui vont critiquer ça, parce que je les connais. Elles passent beaucoup plus de temps avec leurs enfants, mais beaucoup plus de temps à leur gueuler dessus aussi. Tu le vois. Donc, elles n'ont pas forcément les moments de plaisir que toi tu passes avec tes enfants. Je te dirais pas que je suis une maman modèle. Je suis une maman humaine comme tout le monde. Je te connais. Avec mon côté humain. Et d'ailleurs, je sais que mes enfants. Tu sais que quand j'ai terminé les travaux ici, ils sautaient de joie. C'était les 3 personnes. Ils sont arrivés là de oh, waouh! C'est génial et ça m'a fait tellement plaisir. Je me suis dit que j'ai pas vu les enfants pendant un mois. Je te jure, j'ai commencé le 29 juin, j'ai terminé. C'est comme si c'était un mois mort de ma vie. Je faisais les choses, tu vois, j'étais comme ça, sans arrêt, non-stop. Et c'était les personnes les plus heureuses. Bah, forcément, ils vont leur bien réussir. Et ça m'a fait un bien, tu peux pas savoir. Plus encore, la dernière fois, il y en a un des 2 garçons qui m'a fait une réflexion dans le sens, mais tu sais que collection privée c'est à nous. Donc en fait, c'est à eux en fait. Ils viennent ici comme si c'était leur maison, et il y a quelqu'un qui passe, oui bonjour, attendez elle arrive, attendez elle arrive, venez, asseyez-vous. Ils ont quel âge? Bah 7 et 8. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont ce réflexe et ça me fait plaisir, parce que même si je passe pas autant de temps que tu aimerais. Autant de temps que j'aimerais, en fait, par cet exemple, j'ai réussi à transmettre quelque chose, un petit peu. Et puis le goût du travail aussi. Et le goût du travail. Parce qu'avec toi, on travaille. Avec moi, on travaille, oui. Bon, ils savent ça. Ça, je m'inquiète pas. Je pense que tout le monde le sait, tous les gens qui te connaissent. Ils sont bien dynamiques. Tous les gens qui te connaissent ça. Donc voilà, on a passé un super moment avec Katia. J'espère que cette interview vous a plu. Donc Katia, rappelle-nous. Alors, collection privée, 14 rue du Champ de Mars. Je suis là, toujours, quasiment en train de travailler. Si Katia n'est pas là, il y aura il y aura Julia, ma collaboratrice, il y aura les enfants, peut-être qui vont voir, les voisins. Enfin. Oui, non, tout le monde te connaît dans le quartier. Tout le monde me connaît, voilà. Même si je suis pas là, je suis là quand même. Oui, en général, tu es en visite si t'es pas là. Oui, en visite, en rendez-vous.
D'accord. Bah, j'espère que cette interview vous aura plu. Vous avez pu découvrir exactement le parcours d'une working girl qui a monté son agence. On a essayé d'être le plus vrai possible. On a montré toutes les facettes. J'espère qu'on a levé un petit peu le rideau sur les facettes cachées. Voilà. Et puis, si vous voulez plus d'interviews dans ce genre-là, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Aussi, je vais mettre les réseaux de Katia en description et je vais les faire apparaître en quelque part dans la, comment ça s'appelle, sur la vidéo. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir Katia. Merci à toi et à très bientôt.